Donc bonjour à tous, on va vous présenter rapidement donc les cahiers des charges des appels à projets IDEMO régionalisés qui est en Pays de la Loire et en Bretagne. Pour cela, on s'est réunis à tous les pôles ligériens et bretons pour se présenter, pour vous présenter l'appel à projet. Lucille nous rejoint, donc c'est parfait. Moi, c'est Gwen Weber, je suis au pôle Valorial, donc présent sur Pays de la Loire, Bretagne et Normandie, et je vais vous présenter l'appel à projet. Vas-y. Bonjour, moi je suis donc Aude Olivier Cadoré, je travaille au pôle Images et Réseaux, donc je suis en charge de l'accompagnement des projets et de la labellisation. Donc, Hélène Le Pocher, bonjour à tous. Moi, je suis donc le relais du pôle Action Pôle Biothérapie en région Bretagne, et donc je suis au sein de Biotech Santé Bretagne. Bonjour, je suis Cécile Bedouet, je suis chargée de mission innovation pour le pôle Polyméris, pôle dédié aux matériaux polymères, et je suis basée en Pays de la Loire. Bonjour à tous et toutes, Marie-Christine Lancien, je suis chargée de projet pour le pôle de compétitivité EMC2 pour la région Bretagne. Bonjour, je m'appelle Véronique Rottier, je travaille pour le pôle ID4CAR et je m'occupe des sujets innovation et Europe pour la Bretagne et les Pays de Loire. Bonjour à toutes et tous, Maud Chemin, je travaille pour le pôle de compétitivité Xylo Futur et je suis responsable du développement de notre antenne en Pays de la Loire. Et je pense que Lucille, tu es en train d'essayer de te connecter, parce que je vois que ça ne fonctionne pas peut-être avec ton ordinateur, donc je vais parler pour toi, histoire de ne pas trop perdre de temps, parce qu'on n'a qu'une heure. Donc Lucille Héard-Chaplet, qui représente en fait le pôle VG-Police, qui est plus sur le végétal, vous le verrez plus tard, et qui est donc présent en Pays de la Loire, en Bretagne, et puis si je me trompe pas, sur le sud-est de la France aussi, que je connais moi. Lucille, j'espère que quand on présentera les pôles, tu auras réussi à te reconnecter. Et puis il y a aussi Anaïs Turpot qui a un peu de retard, que vous verrez tout à l'heure, donc qui représente le pôle mer Bretagne-Atlantique, présent également donc sur Bretagne et Pays de la Loire si je me trompe pas, et voilà, qui se présentera tout à l'heure aussi. Ok, donc je vais mettre en plein écran mon diaporama. Et puis je vais y aller. Voilà. Bonjour à tous. On va vous présenter donc l'appel à projet IDEMO régionalisé, donc qui est sorti fin juin plutôt, et qui va avoir des relevés, comme vous le verrez, assez périodiquement, quasiment tous les 6 mois. Donc c'est un appel à projet qui a pour objectif de soutenir des projets de recherche et de développement collaboratif. Et donc ces projets-là, ils ont pour objet de permettre aux acteurs en place donc sur les régions concernées par l'appel à projet pour qu'ils puissent se renforcer au niveau économique. Donc c'est bien un appel à projet qui soutient des projets qui ont vocation à développer des nouveaux produits, procédés ou services innovants, à fort caractère innovant, et qui ont vocation à être mis sur le marché à court moyen terme. Voilà. Donc la nature des projets attendus, c'est des projets de développement expérimental et d'innovation industrielle, donc ambitieux. Ils sont portés forcément par une entreprise et en lien avec la recherche académique. Ils ont pour objet, donc comme je vous le disais, la mise sur le marché de produits, de services ou de procédés innovants à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de croissance, donc de développement économique, on entend par là, donc avec un fort potentiel de création d'emplois et de chiffre d'affaires. Les projets peuvent également viser une diversification ou une évolution innovante du processus industriel, bien sûr. Donc, c'est des projets qui ont vocation à avoir un budget total au niveau de tous les partenaires, donc de 1 à 4 millions d'euros. Les projets qui sont au-dessus de 4 millions d'euros ont vocation à être déposés à d'autres appels à projets nationaux, et les projets qui sont en dessous, plutôt régionaux, même si ce n'est pas exclusif. Alors, les critères d'éligibilité. Donc, les projets sont à minima composés de 2 entreprises, dont une PME ou une ETI, au sens de la définition européenne. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur ce que c'est une PME, une ETI ou un grand groupe. On vous répondra après. Et d'un ou 2 partenaires académiques. Donc, quand on entend partenaires académiques, c'est des organismes de recherche publics ou privés, de type école privée ou université ou institut tels que l'INRAE ou l'INRIA, etc. etc. Le consortium sera constitué au maximum de 5 partenaires, même si ce n'est pas forcément, de ce que j'ai lu, un blocage sur certaines régions. Voilà, ça peut se discuter. Et c'est forcément porté par une entreprise, mais par contre, tout type d'entreprise, petite, moyenne ou grande. Voilà.
enfin PME, ETI ou grande entreprise. Les projets pourront être intra-régionaux, donc tous les partenaires sont sur une même région, ou interrégionaux, les partenaires sont sur plusieurs régions différentes. Attention toutefois à bien faire attention à ce qu'il y ait un cahier des charges sur la région qui vous concerne, parce que ça peut jouer dans l'organisation du consortium, parce que peut-être pas de financement sur la région qui n'aurait pas de cahier des charges. Voilà. Et pour être éligible, tous les projets devront être labellisés ou co-labellisés par un ou plusieurs pôles de compétitivité, d'où notre présentation ce matin de cet appel. Alors, il y a des modalités différentes selon la région, parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Donc, en Pays de la Loire, vous voyez que les financements seront sous forme de subventions et d'avances remboursables, au mélangé, voilà, à hauteur de 60 et 40%. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres régions, comme vous le verrez tout de suite après. Les taux d'intervention donc sont affichés ici. Je ne vais pas vous les répéter. Alors, c'est marrant qu'il est marqué dans le cadre d'une hors collaboration effective, puisque les pôles, comme c'est stipulé dans le cahier des charges, il y a forcément une collaboration effective. Alors, la collaboration effective au sens du régime RDI, là, dont on vous a noté ci-dessous le titre, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas un partenaire qui ait plus de 70% des dépenses. Voilà. Donc, c'est assez intéressant à savoir. Et donc, bien sûr, voilà, on vous a noté le numéro du régime recherche, développement, innovation, parce que c'est vraiment lui qui régit tout ce type d'appel à projet-là. Donc, il y a encore plus de détails dans la loi européenne, si vous voulez aller la consulter. Pour les Pays de la Loire, 100% pour les organismes de recherche, ce sera 100% des dépenses marginales, donc les coûts additionnels pour les partenaires académiques, ou 50% des coûts complets en fonction de leur choix. Voilà. La durée du projet est aussi un petit peu différente de celui de la Bretagne, comme vous verrez à côté, puisque les projets doivent être minimum de 24 mois, maximum 60 mois. Et bien sûr, ce qui est tout à fait logique, les projets déposés dans cette région-là doivent répondre aux grands enjeux de la région, ce qui sera pareil pour les autres régions. Et donc, les projets attendus lors de cet appel à projet doivent s'inscrire dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la région Pays de la Loire. Et on vous a listé les thématiques, notamment donc les technologies de production avancées, les technologies avancées de production, excusez-moi, l'économie maritime, ce qui est bien parce que ça correspond aussi un peu à la Bretagne, l'alimentation et les bioressources, idem, les technologies informatiques et électroniques professionnelles, le design et les industries culturelles et créatives, les thérapies de demain et la santé, et les énergies de demain. Donc, comme vous le voyez, ces thématiques-là, pareil pour la Bretagne, correspondent quand même globalement à la présence des pôles sur le territoire, heureusement. Et donc, voilà, c'est assez large. Vous pouvez, ça correspond vraiment au tissu industriel des Pays de la Loire, donc normalement, toutes les entreprises s'y retrouvent. Je vous ai mis aussi, on vous a mis le lien de l'appel à projet en dessous si vous voulez aller voir le dossier de candidature et le cahier des charges de manière plus précise. Pour la Bretagne. Donc, pour la Bretagne, ce ne sera que des subventions, il n'y aura pas d'avance remboursable. On est toujours pour les dépenses éligibles, pareil sur le régime RDI, hein, donc, qui vous est noté en dessous. Et là, ils n'ont mis que le taux autorisé pour les collaborations effectives, puisque c'est le cas de cet appel à projet. Donc, vous les voyez affichés ici aussi. Et alors là, c'est pareil pour les partenaires académiques, c'est 100% des coûts additionnels ou 50% des coûts complets selon leur choix. Par contre, c'est vrai que la région Bretagne a passé des contrats spécifiques avec certains centres techniques qui fait qu'eux, ils ont droit à 80% des coûts complets. Voilà. Et puis, une petite spécificité pour la Bretagne, les partenaires académiques, donc les organismes de recherche publics ou privés, devront porter minimum 10% du budget, ou du budget, comme je l'ai écrit. Voilà. Les projets, eux, c'est un peu différent, donc vous ne pouvez pas aller au-delà de 48 mois, parce qu'ils considèrent qu'au-delà de 48 mois, c'est moins de la recherche appliquée, plus de la recherche fondamentale. Voilà. Les thématiques donc, qui ressemblent à celles des Pays de la Loire correspondent également, ce que je vous disais, aux thématiques des pôles, comme vous le verrez juste après, puisqu'on se présente tous. Donc, l'économie maritime pour une croissance bleue, l'économie alimentaire et du bien manger pour tous, l'économie numérique sécurisée et responsable, l'économie de la santé et du bien-être pour une meilleure qualité de vie, et l'économie de l'industrie pour une production intelligente. Pareil, on vous a mis le lien en dessous vers l'appel à projet, la page de l'appel à projet qui vous donne accès donc le jour J pour déposer le dossier, et puis aussi qui vous donne le cahier des charges et le dossier de candidature, qui pour le coup, je tiens à préciser, est le même pour les deux régions, le dossier de candidature. Donc les dépenses éligibles, je vous ai déjà dit que c'était celles qui étaient stipulées dans le régime RDI, là, dans la loi RDI. Donc les frais de personnel, donc les chercheurs, les techniciens et autres professionnels d'appui s'ils sont employés pour le projet. Donc c'est bien les frais dédiés au projet.
hein, les heures de cette personne-là que j'emploie qui sont dédiées à ce projet-là, je les mets dans mon annexe financière. Le coût des instruments matériels dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés dans le projet. Donc, tout ce qui est amortissement de matériel, voilà, vous pouvez les faire remonter pendant la durée d'utilisation qui est prévue dans le projet. Donc, si le projet dure 3 ans, vous pouvez soit utiliser 3 ans de matériel, soit l'utiliser un peu moins, et donc vous faites remonter, par exemple, 2 ans d'utilisation de ce matériel-là. Voilà. Ensuite, les coûts de recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sociétés extérieures. Donc là, on est sur tout ce qui est prestations intellectuelles, hein, ou prestations d'analyse, voilà, tout ce qui est ces choses-là là, que vous pouvez faire appel à un prestataire. Et puis les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures ou produits similaires, donc tout ce qu'on peut appeler consommable, rentre également. Des consommables dédiés au projet rentrent également, bien sûr, dans l'annexe financière. Les conditions de financement s'appliquant aux partenaires des projets intra-régionaux et interrégionaux sont celles régies par le cahier des charges de l'appel à projet de leur région d'appartenance, parce que comme vous l'avez vu, c'est pas forcément la même selon toutes les régions, donc il faudra bien faire attention. C'est là où c'est très intéressant de se rapprocher des pôles, puisque nous, on a l'expertise sur quelle région finance quoi, etc. Enfin, l'expérience. Donc, les critères de sélection. Donc, ces critères de sélection, c'est pas les critères d'éligibilité, c'est ce qui fait que votre dossier sera sur le haut de la pile et qui va battre tous les autres. Donc, le degré de réponse aux enjeux de la filière impactée, donc c'est là où il faut bien regarder les thématiques des régions et bien expliquer, faire la démonstration de en quoi votre projet répond aux problématiques régionales. La clarté et l'originalité du projet déposé, donc ça c'est lié tout de suite à ce qu'il y a écrit juste après, à l'état de l'art, et donc à bien montrer comment votre projet il se différencie des autres. Mon projet est meilleur parce que il n'y a pas ça sur le marché, et moi grâce à ce projet-là, je vais mettre ça sur le marché. Je réponds à un besoin de la population, à un besoin du consommateur, etc. Donc du coup, c'est aussi en lien avec le degré de rupture et le caractère innovant de votre projet, et donc sa différenciation par rapport aux autres, et qui va permettre votre différenciation, vous, entreprise, sur le marché. L'équilibre du plan de financement, donc ça c'est un peu qui met quoi dans le projet et est-ce que c'est logique, hein, pourquoi cette entreprise-là met tant et celle-là pas autant, etc. etc. Donc les retombées économiques et sociales, donc grâce à la différenciation que le projet va vous permettre de faire sur votre marché, vous allez avoir forcément du développement économique, donc de la création d'emplois, la création du chiffre d'affaires, il faut en faire la démonstration, et donc aussi les démonstrations des retombées sociétales, donc qui sont sociales et environnementales. Voilà comment vous allez faire une différence au niveau comment votre projet s'insère dans les questions environnementales très, très prégnantes en ce moment. La capacité du porteur à mener à bien le projet, en effet, il ne faut pas que vous soyez trop ambitieux et qui fait qu'en fait, vous n'arriverez pas du tout à bien piloter le projet, et donc du coup, ça va faire un coup d'épée dans l'eau. La propriété intellectuelle générée est en cohérence avec l'accord de consortium, puisqu'en fait, nous sommes sur un appel à projet collaboratif, donc vous allez forcément avoir besoin de mettre en place un accord de consortium qui va expliquer comment vous allez vous répartir la propriété intellectuelle qui va être émise pendant le projet. Ce qui arrive très régulièrement, bien sûr, notamment quand on implique un partenaire académique. Voilà. Et puis, ça rejoint un peu la première suggestion, l'inscription dans l'écosystème local, c'est-à-dire est-ce que j'ai fait appel au bon partenaire, est-ce que je réponds bien aux problématiques de la région, etc. Voilà. Le comité de sélection appréciera la cohérence des projets présentés avec les priorités politiques publiques de la région. Ça vaut le coup de le répéter. Les créations d'emplois au niveau régional, bien sûr, etc. Donc, voilà. À noter que dans le cahier des charges de la région Pays de la Loire, il y a écrit qu'il y aura potentiellement un comité d'audition, ce qui n'est pas écrit dans le cahier des charges de la région Bretagne. Alors là, on l'a mentionné parce que ça vaut le coup, parce qu'en fait, il y a une petite différence aussi entre Pays de la Loire et Bretagne, c'est-à-dire que chaque bénéficiaire signe une convention avec BPI-France qui va opérer les sous pour cet appel à projet-là. Et alors, en Pays de la Loire, ça sera uniquement BPI-France pour tous les partenaires ligériens qui va opérer donc les conventions, faire signer, décaisser les sous, etc. Donc vraiment, ce sera la banque qui va permettre de vous donner les sous pour faire le projet, alors qu'en Bretagne, ça sera pas tout à fait pareil. Ce sera la région Bretagne qui ira, lorsqu'il y aura un cofinancement de la région Bretagne, et donc pas que de l'État, et ben ce sera la région Bretagne qui conventionnera directement avec les partenaires bretons. Voilà. Voilà. Le calendrier, donc comme je vous le disais en intro, c'est assez intéressant parce que c'est un appel à projet qui a vocation à durer jusqu'en 2025 et donc qui aura des relevés. Vous pouvez déposer au fil de l'eau, mais il y aura des relevés quasiment tous les 6 mois, quasiment aux mêmes dates. Apparemment tous les mercredis jusqu'en 2024, après ça devient un mardi, mais voilà, donc du coup vous pourrez
fin octobre ou fin avril, il y a une date de relevé. Voilà. Le rôle des pôles, et vous allez voir nos thématiques juste après, on va se présenter les uns les autres, c'est de mettre en réseau les acteurs de l'innovation et de la recherche. Donc, de bien, voilà, quand vous avez une compétence, de vous faire valoir auprès des gens qui recherchent des compétences à intégrer dans leur projet, et vice-versa, des gens qui cherchent des compétences parce qu'il leur manque pour mener à bien le projet. Nous, on est là pour vous trouver la bonne compétence. On est également tous là pour vous aider à structurer le projet, de faire du conseil au montage, vous aider en fait à l'écrire, à vous dire, bah là, en fait, votre projet, il se différencie pas assez, on ne perçoit pas assez le caractère innovant, on ne perçoit pas le modèle économique, etc. Là, nous, on est là vraiment pour vous aider, vous accompagner à faire ce travail d'écriture. On connaît très, très bien tous les cahiers des charges, enfin, pas de manière exhaustive, mais voilà, on a beaucoup l'habitude de monter des projets, donc on a une bonne expérience sur le sujet. Et puis après, en fait, et là, c'est obligatoire dans le cadre de cet appel à projet-là, mais on présente votre projet à nos comités de labellisation qui, eux, ont un regard extérieur encore au nôtre et qui permettent de dire oui, ce projet est techniquement, donc scientifiquement et financièrement bon, et il semble stratégique et il semble avoir un modèle économique qui tient la route. Ça, c'est nos comités de labellisation qui sont capables de dire ça. Et donc, quand vous avez le label, après, c'est une reconnaissance qui est tout à fait prise en compte dans le cadre de cet appel à projet-là, puisque l'État ne financera pas des projets qui sont non labellisés. Et puis donc, comme je disais, une vision d'expert, la nôtre en tant qu'ingénieur de pôle, et puis la vision des experts de nos comités de labellisation. Et donc, à ce titre-là, pensez vraiment, en effet, à nous joindre, pas la veille pour le lendemain des dépôts, parce qu'en fait, nous, on ne sera pas en capacité de mettre en place notre processus de labellisation. Donc, vraiment, le plus tôt possible, dès que vous avez en tête un projet, rapprochez-vous du pôle dès le début pour qu'on puisse, nous, bien mettre en place le bon processus d'innovation qui fait que voilà, tout le monde sera tranquille, ça sera bien fait de la bonne façon. Voilà. J'en parle d'expérience, donc voilà, j'imagine que mes collègues aussi. Donc, voilà. Et puis, on est une petite dizaine pour vous accompagner sur les 2 régions et on a mis nos contacts. Bien sûr, le PowerPoint vous sera donné et on a mis nos contacts pour que vous puissiez nous contacter plus facilement. Et puis, vous aurez aussi le replay, si je ne l'ai pas dit au début, voilà, on vous donnera aussi le lien du replay. J'avance parce que du coup, on va se représenter, voilà, chacun son tour. Je vais inviter mes collègues des pôles à mettre leur caméra pour se présenter lorsque ce sera leur tour, excusez-moi. Et il se trouve que j'ai mis ma slide en premier, donc j'y vais. Donc Valorial, nous, on est dédié à la filière alimentaire, donc en Pays de la Loire, Bretagne et Normandie, même si aujourd'hui on parle que de la Bretagne et des Pays de la Loire. On a 6 domaines d'innovation prioritaire qui couvrent en fait toute la filière alimentaire de la fourche à la fourchette, comme on dit. Même si historiquement, on a plus d'expertise en effet sur l'aval, c'est-à-dire à partir de l'excellence opérationnelle des fermes et des usines. À partir de là jusqu'à l'aval, donc jusqu'à le marketing. En fait, voilà, on a des projets de recherche qu'on a labellisés sur le marketing. Et puis, on a aussi, alors je dis, j'ai pas parlé de production durable végétale et animale, mais on a énormément d'expertise sur l'élevage, puisque, vous savez, en Bretagne, en Pays de la Loire, c'est une terre d'élevage. Donc, on a pas mal accompagné de projets là-dessus. D'ailleurs, c'est écrit juste au-dessus. On en est en 2021 à 392 adhérents. Donc, c'est un tissu réparti sur les 3 régions et un petit peu en dehors des régions. Donc quasiment 2 tiers d'industriels. Donc voilà, on a un réseau assez puissant, donc n'hésitez pas à venir nous chercher pour trouver des compétences à mettre dans votre projet. Ça représente plus de 800 structures, bien sûr, et donc 4000 personnes, et donc même un peu plus maintenant, on est à 5000. Et donc tout ça nous a permis, en fait, depuis 2005, d'accompagner plus alors là, c'était en 2021, mais on est maintenant rendu à plus de 530, 550, 540 projets accompagnés. Ce qui représente 1 milliard de fonds investis en R&D. Je laisse la parole à ma collègue d'Images et Réseaux. Oui, rebonjour. Donc, le pôle Images et Réseaux, c'est le pôle de compétitivité du numérique. Nous sommes à la fois sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Aujourd'hui, le réseau d'Images et Réseaux, c'est près de 300 adhérents avec une majorité de PME, mais évidemment des grands groupes et des académiques.
Notre comité de labellisation implique une 50aine d'experts donc sur nos différents domaines technologiques que vous voyez ici, donc à la fois la confiance numérique et la sécurité, les données et intelligence, tout ce qui est intelligence artificielle notamment, interactivité et immersivité, donc avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, matériel et logiciel, donc IoT notamment, réseau et infrastructure, et le domaine photonique, donc répartis sur plusieurs domaines d'usage. Donc jusqu'à présent, ce sont 1038 projets qui ont été labellisés, dont plus de la moitié financés. Je vais laisser la parole au pôle suivant. Hélène, je crois. Oui. Hélène, ton micro, Hélène. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, rebonjour à tous. Donc, le pôle Atlampol Biothérapie, c'est l'unique pôle en santé dans le Grand Ouest. Hein. Nous sommes présents donc sur 3 régions, Pays de la Loire, Bretagne et région Centre-Val de Loire. Le pôle de compétitivité compte aujourd'hui plus de 230 membres, dont près de 80% sont des entreprises. Et depuis l'origine du pôle, il y a 823 projets donc, qui ont été labellisés pour un montant global supérieur à 920 millions d'euros. Les axes en santé qui sont donc couverts par le pôle de compétitivité sont les suivants: immunothérapie, médecine régénératrice, radiopharmaceutique, tout ce qui est digital en santé, nutrition clinique et microbiote et santé animale. Et donc voilà, moi je suis le relais donc en région donc Bretagne, donc vous aurez mes coordonnées là dans le diaporama. Voilà. Je passe la parole au pôle suivant. Lucille, est-ce bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Bonjour à tous. Je suis désolée, tout à l'heure, je n'arrivais pas à mettre mon son. Donc, très rapidement, donc, moi, je représente le pôle VG Police Vallée, qui a aujourd'hui un peu plus de 580 adhérents. On est sur 4 grandes régions, donc la Bretagne, le Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et le Val-Rhône-Alpes. Et la spécificité de ce pôle-là, c'est d'être dédié au végétal, donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, toute la partie amont, obtenteur, tout ce qui va tourner sur la création variétale, etc. Toute la partie, évidemment, production au centre. Et puis, jusqu'à la partie aval, où du coup, on a la partie également transformation. Voilà, c'était pour faire très vite. Super, merci beaucoup. En effet, c'était rapide. Est-ce que Anaïs est là, Aude, ou pas? Je ne vois pas Anaïs. Oh, bah, je vais avancer et puis on reviendra en arrière si elle arrive à se joindre à nous. C'est vrai que... Je suis là. Ah, merde. Surprise. Bonjour à tous. Donc, je vais peut-être mettre ma caméra, excusez-moi. Ouais, quand même. Là. Bonjour à tous. Donc, je suis Anaïs Turpot, donc en charge des projets collaboratifs et de leur financement, ainsi que des projets européens au pôle mer Bretagne-Atlantique. Donc, nous sommes un pôle de compétitivité donc en charge de l'innovation maritime donc sur les 2 régions Bretagne et Pays de la Loire. Nous comptons à ce jour donc 450 adhérents, dont à peu près 2 tiers de PME. Et nous avons labellisé donc jusqu'à mi-2022 un petit peu moins de 500 projets. Donc voilà, avec une grosse expertise maritime donc sur 6 domaines d'action stratégique que sont la défense, la sûreté, la sécurité maritime. Donc on va retrouver notamment des thématiques actuelles comme la cybersécurité, le naval, le nautisme, avec notamment des grosses thématiques comme le smart ship, le green ship. Les ressources énergétiques et minières marines, avec évidemment toutes les énergies marines renouvelables, les ressources biologiques, là où on a trois thématiques majeures, la pêche, l'aquaculture et les biotechnologies marines. Et donc en 5e domaine, nous avons l'environnement et la valorisation du littoral, avec notamment techniques satellitaires, suivi du trait de côte, résilience côtière, etc. Et enfin, les ports, la logistique et le transport maritime, donc avec notamment tout le pendant portuaire du smart ship et du green ship. Voilà, et tout ça est accompagné, on va dire, de 2 axes transversaux que sont la transition écologique et la transformation numérique, qui font vraiment partie de tous ces domaines d'action stratégique et qu'on inclut de manière assez systématique dans les projets. Voilà, donc si vous avez un projet voilà, en lien avec l'innovation maritime, n'hésitez pas à me contacter, ainsi que
les pôles qui pourraient être attachés. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors du coup, moi je suis Véronique Retier, donc pour le pôle ID4CAR. Je me rends compte que j'ai laissé le contact de mon collègue Thibaut Pasquier sur la slide, mais vous aurez bien mes coordonnées. Donc le pôle ID4CAR, on est sur 3 régions, sur Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Et donc nous traitons de la mobilité dans son ensemble sur le territoire. Donc là, vous voyez, on part de l'automobile, on passe par les véhicules spécifiques qui peuvent aller de la remorque pour partir en vacances et du camping-car à la navette autonome ou à la trottinette. On a aussi tout un travail autour des services de mobilité et du machinisme agricole et des engins off-road. Voilà, on a plusieurs thématiques de programmes de travail en particulier. Néanmoins, retenez que si vous travaillez dans le domaine de la mobilité, que ce soit sur les véhicules, sur l'infrastructure ou sur les services, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner sur vos projets. Merci Marie-Christine, c'est bon. Merci Véronique. MC2, donc c'est le pôle européen des technologies de fabrication, historiquement basé en Pays de la Loire, créé à l'initiative de 5 grands industriels, Airbus, Autochâssis International, filiale de Renault, Beneteau, Chantier de l'Atlantique, Airbus et Naval Group. Une antenne existe en région Bretagne depuis 2015. Elle est portée par l'Institut Maupertuis, qui est un centre technique spécialisé dans le soudage, la robotique. Donc c'est le pôle effectivement qui couvre les 2 régions, Pays de la Loire et puis la région Bretagne. Donc les domaines de prédilection, c'est le manufacturing, donc tout ce qui va toucher les technologies de fabrication. Donc ça représente 385 adhérents en 2021, à la fois acteurs industriels et acteurs académiques. Et les projets que nous accompagnons donc s'appuie sur la feuille de route du pôle qui vise à produire mieux, donc des sujets autour de la performance industrielle, tout ce qui va concerner les matériaux et les procédés avancés, produire propre, donc industrie durable et décarbonée, industrie numérique, produire connecté, humain au cœur de l'industrie, donc produire ensemble, et puis un dernier domaine d'activité stratégique, produire local pour une industrie souveraine, solidaire et collaborative. Donc, depuis la création du pôle en 2005, 716 projets ont été accompagnés, qui représentent effectivement 818 millions d'euros de fonds publics. Et je vais passer la parole au pôle suivant. Oui, donc Xylo Futur, c'est le pôle de compétitivité, c'est le seul au niveau national qui traite de l'innovation du coup dans la filière forêt-bois. Nous, on va adresser tous les projets à partir du moment où il y a du bois, donc qui soit sous sa forme d'arbre. Donc, on va adresser tout ce qui concerne la forêt ou l'arbre en ville. Et ensuite, on va décliner toute la transformation du bois, donc soit sa première et sa deuxième transformation. On va trouver notamment des applications bois massif en construction, en aménagement ou dans l'emballage. Et on va adresser tous les sujets de transformation du bois. Donc papier carton par exemple, mais on a aussi tout ce qui est extractible du bois, valorisation de la lignine par exemple, jusqu'au bois énergie. Voilà, historiquement, juste si on a un petit peu de temps, Xylo Futur, c'est d'abord la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a beaucoup développé le pôle autour de Bordeaux pour la forêt des Landes. Et puis depuis quelques années, voilà, on a vraiment la volonté d'être en proximité des acteurs de tout le territoire. Donc on a ouvert des antennes. Donc pour l'antenne Pays de la Loire, elle est ouverte depuis un peu plus d'1 an maintenant. C'est moi-même qui m'occupe du territoire et mon bureau est situé à Nantes. Donc voilà, si vos projets ont un rapport avec le bois, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous remercie.
Donc Cécile Bedouet, je représente donc le pôle Polyméris, qui est un pôle de compétitivité dédié aux matériaux polymères, donc pôle matériaux. Donc derrière polymère, on entend caoutchouc, plastique et composite. Donc nous sommes représentés dans 6 régions, donc avec plus de 500 membres qui sont en fait positionnés sur tout le territoire national. Donc on a une envergure nationale et on va adresser multiples marchés. On est vraiment transversal au niveau des marchés, avec des domaines d'application dans la mobilité, le médical, l'emballage évidemment, le bâtiment, les sports et loisirs, l'aéronautique, les énergies, biens de consommation. C'est vrai que le polymère est partout. Donc, nos membres sont positionnés sur toute la chaîne de valeur des polymères. On va avoir les transformateurs, les fabricants de polymères jusqu'aux transformateurs, évidemment, et en intégrant aussi les machines spéciales, les moules, les experts en conception produits plastiques, les experts en simulation aussi. Notre feuille de route technologique, elle accompagne évidemment la transition écologique et numérique de cette filière des polymères, avec donc des sujets évidemment très matériaux, polymères, avec l'intégration de fonctions, de la performance au niveau des polymères, mais aussi intégration de valeur ajoutée au niveau des produits, avec la plastronique par exemple, l'intégration de matériaux biosourcés, matériaux recyclés, et à cela sont complétés des sujets de performance, de transformation en production et des procédés avancés type fabrication additive, contrôle qualité en ligne, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter si dans vos projets vous utilisez des matériaux polymères pour lesquels il pourrait y avoir des enjeux d'innovation. Merci. Merci Cécile. Aude, je te laisse présenter. Je vais me faire le porte-parole du pôle S2E2, donc qui est le pôle de l'énergie sur le Grand Ouest, présent en Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, donc avec 4 domaines stratégiques majeurs, donc les réseaux intelligents, les bâtiments intelligents, les systèmes électriques pour la mobilité et les matériaux et composants pour l'électronique. Donc, vous voyez sur la slide les 2 contacts pour cet appel à projet, donc Guillaume Andrès et Stéphane Houry. Donc, tous les contacts vous sont transmis ensuite. Super. Et ben, remettez toute votre caméra. On n'a qu'à faire ça. Toutes, parce qu'on n'est que des filles. Oui, pardon. Très bien. Et on est rendu aux questions. Oui, c'est ça, on est rendu aux questions. Alors, je disais à mes collègues, du coup, Aude, tu lis les questions auxquelles peut-être tu n'as pas encore répondu à ce moment-là? Oui, enfin, on peut repartir peut-être du début des questions pour peut-être expliquer. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à compléter. J'ai apporté quelques éléments de réponse, mais n'hésitez pas à compléter s'il manque des choses. Donc, la première question, donc, pour l'origine des partenaires, dans le cas d'un consortium interrégional, l'ensemble des partenaires doit-il provenir de la région Pays de la Loire ou Bretagne? Donc, dans le cas d'un projet interrégional, en fait, c'est vraiment toutes les régions, à ma connaissance, sont concernés par l'appel à projet IDEMO régionalisé. Donc, les partenaires peuvent provenir de l'ensemble du territoire national. Pour ça, il faut vraiment consulter, par contre, le cahier des charges de chacune des régions. Je me permets juste de préciser, donc Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas le IDEMO régionalisé en Nouvelle-Aquitaine. Donc un interrégional avec un acteur néo-aquitain n'est pas possible. Voilà. Ah, le scoop, super. Donc merci, merci pour la précision, effectivement. Donc et c'est vrai que voilà, j'ai dit à ma connaissance, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment à vérifier dans ce cas-là avant quoi. Parce que tu disais, Aude, que potentiellement, donc on n'a pas encore cahier des charges en Normandie, mais potentiellement il y en aura un en Normandie quand même. Alors, en Normandie, il n'est pas encore lancé, mais par contre, c'est sûr que, enfin voilà, ça va être lancé dans les prochains jours. Mais il n'est pas encore disponible. C'est important parce que c'est une région limitrophe, quoi, donc c'est intéressant de. Et juste, je me permets de rajouter, alors je ne sais pas si c'est une question par rapport à après, enfin qui va être posée après, mais c'est bien là où vous faites vos travaux qui comptent par rapport à l'éligibilité de votre structure dans une région donnée. C'est-à-dire que des salariés qui vont travailler, vous avez un siège social qui est à Paris, mais c'est des salariés de Normandie, de Pays de la Loire ou de Bretagne qui vont baser en Bretagne, qui vont faire la R&D dans le cadre du projet, et ben, il faudra considérer la structure qui est basée en Bretagne, avec un SIRET, j'insiste, en Bretagne,
un SIRET, c'est l'immatriculation du bâtiment en fait dans une région donnée, enfin en France. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est une question après, mais voilà, c'est une petite précision quant à l'origine des travaux. Oui, tout à fait. Ensuite, il y avait une question sur l'aspect cohérence de l'accord de consortium. Ce document doit-il figurer dès la soumission du projet? Donc, en effet, dans les pièces qui sont demandées, il y a enfin, en tout cas dans les éléments qui sont évalués, il y a l'aspect propriété intellectuelle. Donc, généralement, ce qu'on vous demande, c'est un projet d'accord de consortium avant le dépôt. Ensuite, dans le cas d'un projet interrégional, faut-il que chaque partenaire de chaque région fasse labelliser le projet par son pôle de compétitivité ou seulement le pôle du porteur du projet? Donc là, en fait, donc, ce qui est certain, c'est que tout projet doit être labellisé par au moins un pôle. Par contre, en fonction des cahiers des charges, certaines régions demandent à ce qu'à partir du moment où il y a des travaux sur sa région, alors le projet doit être labellisé par un pôle présent dans la région. C'est le cas notamment, c'est indiqué clairement sur le cahier des charges de la région Bretagne, qui mentionne bien les 7 pôles. Dans le cahier des charges Pays de la Loire, donc c'est indiqué par un pôle, mais il y a le contact des pôles de compétitivité ligériens. Donc je ne sais pas. Ils sont très friands des collabellisations, si je peux me permettre de rajouter. Donc, même si c'est, par exemple, sur la Bretagne, il y a 7 pôles, si votre projet concerne 2 filières de pôles présents en Bretagne, il est intéressant de faire labelliser par les 2 pôles. Alors, vous rassurez-vous, on a quasiment les mêmes outils de labellisation, hein, donc avec un PowerPoint, donc le dossier complet à examiner, plus un PowerPoint à présenter en comité de labellisation, qui globalement sont quasiment tous les mêmes. Donc, contactez les pôles en amont. Et puis les pôles, après, vous voyez bien, on se connaît bien, donc on se contacte nous-mêmes pour voir comment faciliter au plus la vie des porteurs et des partenaires pour faire le moins de travail supplémentaire possible, quoi. Voilà. Ouais. Effectivement, ça amène une question qui a été posée ensuite sur le fait que s'il y a concerne plusieurs thématiques, on choisit quel pôle. Et là, effectivement, la collabellisation est vraiment encouragée. En fait, si vous êtes, par exemple, vraiment sur une thématique agriculture et numérique, par exemple, bah, en fait, nos comités d'experts, leurs compétences sont des 2 compétences, en fait, donc le numérique et l'agriculture. Donc, forcément, si votre projet croise ces 2 filières-là, c'est intéressant d'avoir les retours des 2 pôles, parce l'évaluation ne sera pas la même sur les mêmes points. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est vrai que les financeurs, je te rejoins Gwen, sont voilà, plutôt enclins à favoriser ce type de pratique. Ensuite, pour les partenaires de recherche, l'appel à projet couvre les recrutements et non le personnel permanent. Est-ce bien ça? Donc, oui, donc en fait, effectivement, les 100% subventionnés concernent uniquement les coûts marginaux. Donc, c'est vraiment les recrutements et les dépenses qui sont affectés uniquement à ce projet-là. En revanche, les établissements peuvent aussi choisir de fonctionner en coût complet. Ça veut dire de présenter l'enveloppe globale du projet. Dans ce cas-là, l'aide appliquée, ce sera 50% de ces coûts complets. Dont les permanents. Dont les permanents, voilà. Le coût complet, c'est vraiment coût permanent plus coût marginaux. Et donc, c'est particulièrement vrai, si je peux me permettre, pour les écoles privées, souvent, voilà, qui présentent souvent leur assets financiers en coût complet, puisqu'en fait, ils n'ont pas forcément des permanents fonctionnaires financés par l'État. Donc, du coup, voilà, les écoles privées qui sont considérées organismes de recherche tout de même, présentent souvent en coût complet. Vous me corrigez si je me trompe. Mais... Oui. Certains pôles prélèvent des frais hors frais d'adhésion. Si le projet est retenu à l'appel à projet, ces frais peuvent-ils être budgétisés dans l'annexe financière lors de la soumission du projet? Donc non, ces frais ne sont pas éligibles dans le cadre de cet appel à projet. Est-ce que la durée du projet, sur la durée du projet, est-ce qu'il peut y avoir une bourse CIFRE pour un étudiant en thèse qui sera à 100% sur le projet? Hélène, je te laisse prendre la parole si tu veux, comme tu as apporté la réponse. Merci Aude. Oui, donc une thèse sup peut être mise bien sûr sur le projet. Par contre, les dépenses RH du thésard ne seront pas dans l'assiette éligible, des dépenses éligibles, puisqu'il y a déjà l'aide via la NRT. Par contre, c'est vrai que le fonctionnement, pour faire les manips, il y a besoin aussi de financement. Et ça, ce financement pour faire ces manips-là peuvent être mis dans les dépenses éligibles, bien sûr.
Merci. Qu'en est-il des fonds propres de la société nécessaires? Ce sont les mêmes règles que pour la BPI, à savoir 1 euro de fonds propres pour 1 euro d'aide demandée. Donc oui, généralement, c'est la règle qui est appliquée. Et dans tous les cas, en fait, pour participer à ce projet, il faut vraiment que les entreprises partenaires puissent attester de leur capacité humaine et financière à mener à bien le projet. Donc, ça veut dire présenter certaines garanties. Celle-ci en fait partie, mais c'est vraiment important, même pour vous, de vous assurer que vous allez être vraiment en mesure de mener à bien le projet. Pourrons-nous avoir les contacts des personnes des pôles? Oui, bien sûr, les slides avec les contacts vous seront transmises. Un projet avec 2 entreprises sur une région, Bretagne par exemple, et l'académique sur l'autre région, a-t-il des chances d'être considéré suffisamment prioritaire pour être financé notamment par la région qui héberge le labo? Alors, j'étais en train de répondre à l'écrit. Il n'y a aucun critère dans le cahier des charges qui précise que le laboratoire, enfin que déjà qu'il y a une priorisation selon les territoires et que il y aurait moins d'intérêt pour une région qui n'aurait à financer qu'un labo. Donc il s'agit vraiment après de discussions entre les régions concernées, entre BPI et ces régions, suivant la thématique du projet. Donc ça va arriver dans quasiment tous les cas qu'il y a un labo qui soit isolé dans une région. Donc voilà, il faut pas penser que ça pourrait être un facteur bloquant, ou en tout cas qui serait considéré comme pouvant être bloquant. Voilà. Je ne sais pas si certains ont l'expérience du FUI, la belle époque. Ça ressemble quand même beaucoup au FUI, cet appel à projet-là. Et donc, pour le FUI, l'État se positionnait sur les labos isolés, dans les régions isolées, et les régions se positionnent préférentiellement, bien sûr, sur les entreprises, puisque c'est elles qui vont faire du développement économique en région, et que le développement économique, c'est une mission régionale. Donc, c'est ça qui peut se passer, même si là, en effet, on n'a pas d'expérience sur cet appel à projet, donc on ne peut pas vous dire que c'est ce qui se passera, mais comme l'a dit Anaïs, on n'a pas l'info que ça pourrait se passer autrement, en tout cas. A priori, on a plutôt même l'info que ça se passerait comme ça. Super. Ensuite, comment choisir le pôle de compétitivité lorsque plusieurs peuvent répondre à notre projet? Donc là, c'est bien en fait de prendre contact avec les pôles, de présenter votre projet et comme le disait Gwen tout à l'heure, voilà, on voit ensuite entre nous ce qu'il est le plus pertinent de faire et voilà, comment l'accompagnement peut aussi être fait, puisqu'il y a la labellisation, mais avant la labellisation, il y a bien l'accompagnement aussi au montage par les pôles. Donc selon là où est la thématique de votre projet, il est d'autant plus important de prendre contact avec les pôles très, très tôt, au plus tôt. Ensuite, j'ai une question pour Polyméris. Besoin de matériaux polymères transparents aux UVC. Alors, c'est peut-être une recherche de partenaire, je ne sais pas trop. Aussi, est-ce que la thématique besoin de matériaux polymères transparents aux UVC, remplacement du quartz, elle est polymérique, tu vois, c'est ce que j'ai dit moi. Donc là, j'ai pas vu la question, mais si on parle de PVC, on est bien dans les polymères, donc faudra pas hésiter à venir à me contacter pour en Transparent aux discuter. UVC, je sais pas, transparent aux UVC. Transparent. Après, il faut voir quel type de matériau c'est effectivement et s'il y a besoin de revêtements particuliers, donc on peut en discuter, oui. Et vous aurez le contact sur la slide contact. Je vous invite à prendre contact avec donc Cécile. Les instituts techniques peuvent-ils être considérés comme partenaires de recherche dans le cadre de la AP? Donc oui, les centres de recherche technique peuvent être partenaires du projet. Donc bien vérifier dans le cahier des charges le financement. Donc comme Gwen l'a présenté tout à l'heure sur la partie Bretagne, c'est 80% des coûts totaux. Voilà. Ça dépend quel centre technique. Je ne sais pas si tu connais la personne, mais ouais. Non, je ne connais pas la personne. Donc, effectivement, bien vérifier, et oui, tu as raison de le préciser, bien vérifier auprès de la région que ce centre technique est bien considéré comme un partenaire économique dans la région. Je sais qu'en Bretagne, effectivement, il y a une liste, notamment. Ouais, je me permets de rajouter, si c'est un institut technique national type IDEL, IFIP, les instituts du porc, institut du bœuf, du bovin, etc., oui, c'est éligible en tant qu'organisme de recherche. Et il faudra regarder, je pense que vous serez en 50% des coûts complets. C'est à discuter, hein. On peut se renseigner auprès des régions, il n'y a pas de souci en fonction de votre région d'appartenance. Nous, on pourra demander et être réactif sur ce sujet-là. Mais en général, les instituts techniques nationaux
sont financés plutôt en coût complet, parce que vous n'avez pas de permanent, et plutôt, donc, comme le stipule l'appel à projet, le cahier des charges, pardon, plutôt 50%. Oui. Est-ce que donc voilà, bourse CIFRE, donc il faudra un accord de consortium pour le projet plus un contrat de collaboration pour la bourse CIFRE. Alors, Je oui. viens de faire un projet comme ça, pardon Hélène, vas-y si tu veux. Bah, vas-y, non, vas-y, Gwen, je te laisse. Je viens de faire un projet comme ça, donc oui, il faudra les deux, mais par contre, je sais que dans l'accord de consortium que nous, on a fait, il se réfère largement au contrat de collaboration. Et donc, ils n'ont pas fait 2 fois le travail, ils ont repris vraiment des éléments du contrat de collaboration. Après, souvent, une thèse CIFRE, c'est donc tripartite, mais tripartite entre le labo, l'entreprise et la personne qui fait la thèse CIFRE, le doctorant, et c'est pas tripartite entre les 3 partenaires du projet. Donc forcément, dans l'accord de consortium, vous devrez intégrer le 3e partenaire, qui doit être d'ailleurs une entreprise, probablement, ou s'il y a d'autres partenaires académiques, etc. Donc forcément, votre contrat de collaboration est très resserré, entre guillemets, comparé au contrat d'accord de consortium. Donc c'est bien pour ça qu'il faut en faire 2. Je ne sais pas si Hélène, tu veux compléter. Mais non, c'est exactement, c'est parfait ta réponse, c'est exactement ça. Merci. Est-ce que 2 entreprises de secteurs différents peuvent participer à un projet? Donc oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Juste, enfin, il faudra vraiment, c'est l'intérêt aussi du projet collaboratif en fait. Donc là, sans avoir une idée du projet, c'est difficile de répondre. Enfin, dans les grandes lignes, oui. Je ne sais pas si vous voulez compléter. C'est même souvent le cas, puisqu'en fait, on a souvent des projets avec un fournisseur et un client, ou un faiseur et un fournisseur, ou un faiseur et un client. Donc forcément, qui sont peut-être dans la même filière, mais pas forcément dans le secteur d'activité. Voilà. Mais par contre, tout est possible. Et on peut aussi avoir une brique technologique qui peut être transférable à plusieurs secteurs d'activité, justement. Ça concerne souvent le numérique, par exemple. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, le croisement de filières est fortement encouragé. Hein. Les collaborations, elles peuvent aller jusque-là et c'est souhaitable. Et c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment vrai. C'est très vrai, notamment pour le territoire breton, hein, qui a un appel à projet dédié au croisement de filières. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement encouragé sur le territoire. Donc, et croisement de filières et croisement de secteur. Et donc, dernière question pour l'instant, peut-on avoir une idée du calendrier pour le processus de labellisation pôle? Alors, je ne sais pas si tous les pôles ont déjà leur calendrier de labellisation pour la rentrée, mais en tout cas, ça pourrait être effectivement une information qui pourrait être communiquée prochainement. De notre côté, on a les dates. Je disais en tout cas, renseignez-vous bien avant, parce que nous, notre processus de labellisation prend à minima 15 jours, puisqu'en fait, il faut donner un dossier complet 15 jours avant la date du comité de labellisation. Donc voilà, et nous, on a aussi prévu un comité en octobre, un peu avant, bien sûr, le 26 octobre, pour que vous ayez le temps de faire prendre en compte les recommandations du comité de labellisation, s'il y en a. Voilà, mais donc en gros, si vous avez déjà un projet, de toute façon, appelez-nous maintenant ou début septembre, parce que sinon, ça va être compliqué de gérer votre projet. Voilà. On peut éventuellement, quand on enverra les slides, envoyer au moins les dates des comités de labellisation avant la date du 26 octobre par pôle, parce que comme ça, ça donnera avec le préavis pour chaque pôle. Oui. Oui, puisque en plus, comme Gwen l'a indiqué, les documents sont relativement similaires. Par contre, les procédures peuvent différer par contre d'un pôle à l'autre. Donc, c'est important de vous y prendre vraiment très à l'avance, et d'autant plus que c'est un appel à projet qui est quand même assez sélectif. Donc, ça demande aussi une bonne préparation et un accompagnement. Et donc, c'est vrai que 2 semaines avant, voilà, ce sera un peu tard, comme tu disais, Gwen, en tout cas pour nous prévenir, c'est sûr. Est-ce plutôt la PME end-user de l'innovation qui est porteur du projet? Là, ça dépend vraiment, mais je vous laisse peut-être compléter cette réponse-là. J'aurais dit porteur plutôt principal. Après, c'est au cas par cas. Nous, on a vu des projets où il y avait vraiment, par exemple, un armateur qui était porteur de projet parce que c'est lui qui allait générer le plus gros chiffre d'affaires à l'issue du projet. Donc ça peut être un cas particulier.
Après, en général, on est quand même sur des guichets qui financent la R&D. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et en général, le porteur est celui qui porte le plus de R&D au sein du projet. Après, il peut y avoir des cas particuliers selon les filières et selon les projets et les partenaires du consortium. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas de réponse stricte. Oui, tout à fait. Ça dépend un peu de la genèse du projet aussi. Par exemple, ça peut être le end user en effet qui cherche vraiment à modifier ses produits ou voilà, et qui du coup a vraiment besoin d'un fournisseur qui lui trouve une solution en fait finalement pour changer, pour que lui il puisse répondre à l'attente du marché. Et donc du coup, historiquement, le porteur du projet c'est bien le end user, même si potentiellement c'est pas lui qui a le plus de R&D. Voilà. Mais ça peut, avec l'explication de la genèse du projet, ça peut s'expliquer et donc se comprendre. Voilà. C'est une logique, hein, c'est vraiment, il faut que ce soit logique le portage du projet. Oui, c'est ça, exactement. Et puis il y a aussi la partie coordination, ça veut dire porter le projet, ça veut dire coordonner le projet. Il faut avoir aussi les moyens de pouvoir coordonner ce projet. Donc ça, c'est un facteur important à prendre en compte aussi et qui devrait être bien motivé dans le descriptif technique. Et ensuite, une petite question piège. Quel est le délai de réponse? Je ne sais pas. Alors, Anaïs? Je disais, on ne sait pas, c'est le premier. Donc, après, étant donné qu'ils ont mis en place un calendrier tous les 6 mois, on peut imaginer que ça va être fait dans les 6 mois qui suivent les dépôts pour que les choses roulent correctement. Après, on n'a pas de retour d'expérience, donc on peut pas. Je ne pense pas qu'on puisse en dire vraiment plus. Oui, tout à fait. Sachant que des auditions sont mentionnées sur certains cahiers des charges. Donc, voilà, ça va aussi dépendre du fait qu'elles soient réellement mises en place ou pas. Voilà. Avez-vous d'autres questions ou pour les collègues Paul, peut-être souhaitez-vous compléter certains points? Pour le délai de réponse, si on se base sur le FUI, du coup, on déposait en octobre, pareil, et du coup, on avait, je crois qu'on avait des auditions potentiellement ou pas, enfin, informelles courant novembre-décembre, mais je crois qu'on avait une réponse, si je me souviens bien, courant janvier ou février. Mais c'est de mémoire, je me souviens plus tout à fait. Ouais. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'État peut décider d'un projet voilà, qu'il aime bien, etc. Mais il faut aussi que ce soit une décision collégiale avec les régions concernées. Donc c'est pour ça que ça va pas être, c'est pas forcément immédiat. Voilà. Enfin, j'imagine que vous savez, parce qu'avec les appels à projets nationaux, c'est même plutôt 6 mois, 7 mois de réponse. Mais on adore BPI et l'État, hein, s'ils sont connectés, c'est important de le dire. Je pense que le message qu'on peut faire passer, c'est vraiment contactez-nous le plus tôt possible. Et pour monter un projet qui tienne la route, là, c'est dès maintenant, quoi. N'attendez pas septembre pour octobre. Hein. Sinon, positionnez-vous sur l'appel à projet suivant, quoi. Parce qu'un bon projet, il faut au moins 6 mois, voire un peu moins quand on est vraiment à fond. Mais voilà, là, il y a l'été en plus. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut monter votre consortium et commencer à rédiger le projet. Là, si vous n'avez pas votre consortium, c'est compliqué. Surtout que si vous ne l'avez pas là, c'est que vous cherchez une compétence que vous n'avez pas et que vous ne connaissez pas. Et monter un projet avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça prend du temps à apprendre à se connaître, que les stratégies des deux entreprises et du labo se coordonnent, etc. Par contre, si c'est un consortium que vous avez déjà déposé, que vous connaissez bien, etc., ça peut aller vite en effet. Mais la recherche de partenaires, c'est quand même ça. Et la cohérence des stratégies de chacun, c'est quand même ça qui prend le plus de temps, là, en effet. Je n'ai pas vu de trame de dossier technique pour le dépôt du projet. Vous avez des informations à ce sujet? Oui, les deux liens que vous a mis, excusez-moi, dans les diapos, c'est quand vous cliquez dessus, vous pouvez télécharger le dossier de candidature qui se résume à des fichiers Excel avec des sommaires qui vont vous donner voilà, ce que vous devez mettre dans les dossiers Word, etc. etc. Donc voilà. Et si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à appeler votre pôle de référence, il vous donnera peut-être par mail. Voilà. Et si vous cliquez sur le lien, des liens assez cachés, je dois dire. Donc du coup, c'est pour ça qu'on vous les a remis. Ouais. On indique aussi, enfin ce qui est indiqué aussi sur le cahier des charges, c'est que le document, l'annexe technique doit faire environ 10 pages et peut aller jusqu'à 20 pages.
enfin voilà, 10 pages, ça peut paraître court en fait pour décrire un projet avec un budget quand même assez conséquent. Et c'est vrai que quand un projet passe en expertise auprès des pôles, c'est vrai que les experts ont besoin de matière quand même pour pouvoir évaluer le projet. Donc après, on vous dira de pôle à pôle, mais sur les 10 à 20, on encourage plutôt les 20. Oui, et puis les lots sont dans une annexe à part. Donc, il n'y a pas les lots dans les 10 et 20. Et pareil, il n'y a pas la présentation des partenaires. Donc, vous avez 3 documents à fournir avec présentation des partenaires, description du projet et les lots. Et donc, dans la description du projet, c'est notamment votre ambition stratégique, donc comment votre modèle économique va fonctionner, et votre état de l'art. Et l'état de l'art, voilà. Donc oui, 10 pages, c'est court. Faites 20, et puis on vous dira ce qu'on peut enlever. Et puis, alors peut-être si on peut encore donner notre avis sur certaines choses. Donc, dans le dossier, vous avez d'autres documents qui sont importants à avoir en tête. Notamment, voilà, il ne faut pas s'y prendre trop tard parce qu'il y a tout un historique financier à fournir pour les entreprises, des documents administratifs tels que les liasses fiscales, les cabis, etc. Donc, faut aussi regarder ça assez tôt parce que ça peut être, notamment pour les labos, des fois un peu long à avoir. Donc, voilà, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. Regardez bien aussi, il y a une fiche de demande d'aide qui doit être signée. Donc, c'est-à-dire vous donnez vos informations, vous notez la demande d'aide que vous souhaitez faire. Et dans ce document, vous avez aussi l'historique des aides que vous avez eues sur les 3 dernières années et celles que vous avez en cours de dépôt. Et c'est pas une mince affaire sur certains instituts. Donc, faut pas s'y prendre trop en retard non plus, quoi. Donc, bien regarder tous les documents à fournir, etc. Voilà. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Eh ben, il est 9h58, j'ai envie de dire, well done. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, donc nous, on s'est bien noté de faire une slide en plus en mettant nos dates de comité de labellisation et les dates de rendu des dossiers, etc. Donc, vous n'aurez pas le document tout de suite. Et puis après, moi, personnellement, je le mettrai sur mon site web. Il y aura aussi le replay qu'on va mettre sur notre site Vimeo. Mais je pense qu'en fonction des pôles qui sont autour de la table, ce sera la même chose sur chacun des pôles. Vous allez mettre à disposition les documents. Et puis, à voir entre nous, mais peut-être que je vais envoyer un mail générique à tout le monde, peut-être avec la présentation, comme ça, on est sûr que. Ok. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Merci à mes co-speakerines. Et puis n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, à très bientôt. Bon week-end. À bientôt. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.